on te coupe. Et les femmes sont condamnées à porter le sac. Oh, le sac, c'est tout, c'est une punition pour eux. On peut te tuer dans le sac, que tu as lancé le sac, alors qu'il n'y a rien dedans. On peut facilement te tuer. Ouais. Ça pour... ça. Tout accepté. Le véhicule à moi, il marche partout en Afrique pour tuer les gens. Non. Peut-être qu'au départ, il est possible qu'il y ait eu des engueulades. Vous ne réécriviez pas les auteurs, les écrivains comme Mauriac aussi? Ah non, pas du tout, non. Mais ou bien, je me souviens, j'ai oublié le nom des journalistes scientifiques que je faisais souffrir. Je voyais bien qu'elle souffrait 1000 morts quand j'aurais écrit ces articles. Je les faisais relire, bien sûr, parce que je ne voulais pas écrire des bêtises, moi, sur le plan scientifique. Mais enfin, je les faisais relire, relire, etc. Et il y en avait d'autres aussi qui venaient me voir avant d'écrire quoi que ce soit, qui me disaient voilà ce que je voudrais écrire. Alors, on travaillait ensemble. C'était plus simple, c'est plus rapide. Dites-moi, Jacques Duquesne, est-ce que la patronne qui passait des heures et des heures sur ses éditos, dont vous entendiez justement le bruit de la machine à écrire, est-ce qu'elle vous a déjà demandé de la relire? Est-ce qu'elle vous a déjà demandé de la réécrire? Jamais. En revanche, ce qui lui est arrivé, et j'ai rarement vu ça dans nulle part, c'est des nuits comme ça, vers 2 ou 3 heures du matin, il n'y avait plus qu'elle et moi, pratiquement, ou il y a un ou deux autres qui traînassaient, de me dire Jacques, je suis pas sûr qu'on ait fait un bon journal. Et on descendait le secrétariat de rédaction à l'étage en dessous. Il y avait là les gens de la maquette, qui refaisaient où le secrétariat de rédaction, des titres et tout ça. Et ce qui m'a frappé à l'époque, et il suffisait de changer parfois le début, 3 lignes d'un article, du début d'un article, changer un titre, la légende d'une photo, pour donner une autre gueule à un journal. Moi je râlais à 3 heures du matin, j'avais un peu envie d'aller me coucher en général. Bon. Mais je lui donnais raison, chaque fois je me disais, cette garce, elle a raison. Et c'est pour ça qu'elle se vantait que l'Express était un newsmag, c'était nouveau en France, un magazine d'information novateur. Je m'excuse de répéter quelque chose que j'ai écrit, mais je crois que ce qui a distingué l'Express des autres journaux, c'est qu'au lieu de montrer ce qu'on appelle le dessous des cartes, et qu'on ne montre jamais, on allait chez les lecteurs avec ça, on leur dit on va vous raconter le dessous des cartes. Eh bien le dessous des cartes ne m'intéresse pas, c'est le fragment. Ce qui m'intéresse, ce sont les cartes. Et je pense que les Français ont été, et restent, mais ont été, surtout le peuple le plus mal informé de la Terre, parmi les peuples développés bien entendu, parmi les nations industrielles, le plus mal informé sur lui-même. Je ne demande pas qu'on soit de mon avis, je pense que tous les lecteurs, tous les électeurs, tous les citoyens ont le droit de former leur avis, mais à partir de la réalité, et non pas à partir de l'idée qu'ils se font de quelque chose. Donc montrer les cartes, c'est ça la vocation de l'Express. Et alors dans votre livre, Jacques Duquesne, les éditos, le choix des éditos que vous avez fait de François Giraud, Ne plus m'engager à l'Express, c'est le titre du livre. Alors Giraud écrit, en France, où dans ces années 50, un haut fonctionnaire ne reçoit pas un journaliste, un universitaire fait sa carrière en signant dans un journal, un économiste est hermétique comme un philosophe, un chef d'entreprise ne communique pas son chiffre d'affaires. En France, où l'on vit sous le règne du secret, donc le double immonde,
le ragot, grâce à quoi on donne aux lecteurs l'illusion de connaître le dessous des cartes. Elle dénonce cette presse française où finalement rien ne se dit, elle dénonce cette société française où on ne fait pas confiance à la presse et où personne n'accepte de donner ses infos aux journalistes. Oui, bien sûr, elle avait raison. C'était la presse de l'époque où rien n'était donné aux journalistes et alors les journalistes tiraient des petites choses et essayaient de dire mais nous on vous raconte la vérité, ils racontaient que des ragots ou des petites choses, c'est vrai. Mais maintenant les journalistes sont aux prises avec ce qu'on appelle les communicants, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise, les universités, etc. Ont tous des systèmes de communication et disent beaucoup de choses, mais disent que ce qu'ils veulent bien dire aussi. Et les journalistes souvent se laissent faire par les communicants. Je veux dire, la communication prime presque sur l'information et je voudrais moi que l'information maintenant se débatte contre la communication, mais c'est un autre problème nouveau. À l'époque, c'était le contraire, il n'y avait pas de communicants, et l'information, il fallait aller la chercher avec les dents, et c'était difficile. Et à l'Express, je me souviens, quand on décidait de faire ce qu'on appelait la cover story, c'est-à-dire l'article qui faisait la couverture. Je prends un sujet au hasard, parce que bon, il passe par la tête, les prisons. C'était quelque chose qui tenait beaucoup à cœur à François, de dénoncer la situation des prisons. On enquêtait d'abord avec nos correspondants régionaux, avec nos spécialistes ici à Paris. On enquêtait près de l'administration, on enquêtait près des familles de détenus, près des aumôniers militaires, des aumôniers de prison, près des médecins, des prisonniers, etc. On enquêtait avec les correspondants à l'étranger. On donnait ça à une personne qui écrivait. Puis, avec Duquesne ou un autre writer, qui réécrivait l'article. Il y avait aussi le service de documentation qui avait relevé tout ce qui s'était passé dans les prisons depuis les années précédentes, etc. Donc on avait une masse d'informations dont on tirait finalement un article de 6 ou 7 pages qui avait été reçu, relu, etc. Donc il y avait un travail considérable de toute une équipe et je crois que ce qui faisait la qualité du journal et aussi le prix de revient très cher de ce journal parce que ça supposait tous ces gens que je viens de vous citer, ils étaient payés pour ça. Mais ça permettait à ce journal d'être d'une qualité supérieure, bien sûr. La marche du monde sur RFI. L'Express est le premier journal français qui a parlé régulièrement d'économie. Quand il est sorti, imaginez qu'il n'y avait pas de rubrique économique dans le monde. Il y avait une rubrique finance, il n'y avait pas de rubrique économique. Et la partie économique a été extrêmement substantielle parce que le principe même de l'Express avait été de composer des groupes de très bons spécialistes sur les 2 ou 3 ou 4 grands sujets que nous voulions aborder. Et nous avions avec nous tous les gens qui composaient la commission des comptes de la nation. C'est eux qui traitaient des problèmes économiques et c'est moi qui les réécrivais. Il m'expliquait ce qu'il voulait dire, mais comme il ne savait pas écrire clairement, c'est moi qui écrivais. Après quoi, il corrigeait ce que j'avais écrit. Et c'est comme ça que j'ai appris l'économie. On voit bien, Jacques Duquesne, la méthode Express, hein, vous venez juste de l'exposer. Oui, mais c'est tout à fait ça. Et il y a même eu une époque dont elle ne parle pas, là, au tout début de l'Express, où il y avait au centre, dans la première année de l'Express, où il y avait une double page en bande dessinée pour expliquer les problèmes économiques, avec des petits dessins, avec des légendes, tout ça. Mais ça n'a pas duré. Et François Giroud, Jacques Duquesne, a son secret pour réussir son article. L'habitude de la construction dramatique a fait que je construis des articles comme un scénario. C'est-à-dire que j'ai appris à écrire de façon comme il faut supposer. De quelque cas, dans une construction dramatique, où il doit tout le temps se passer quelque chose. Autrement dit, je sais construire des articles parce que je n'ai pas de formation universitaire. J'ai le contraire de la formation universitaire qui consiste à dire thèse, antithèse, synthèse. Moi, je ne sais pas faire ça. Mais je sais faire quelque chose où on attaque directement et l'action ne cesse d'avancer.
dans un article, il faut accrocher tout de suite. Il y a un très grand journaliste anglais, Louis Lebeau, qui disait qu'il fallait les meilleures fraises au-dessus du panier. Les meilleures fraises au-dessus du panier, moi j'aime beaucoup cette expression. Et je profite justement que vous publiez les éditos de Françoise Giraud pour donner un petit exemple, un petit extrait goûteux à nos auditeurs. Alors c'est un éditorial qui date du 15 mai 1972. Françoise Giraud revient quelques années après sur l'engagement américain au Vietnam. Que sont-ils allés faire en Indochine les Américains? À l'origine, une lettre, une simple lettre, écrite en 1954. Cette année-là, le gouvernement français, Lanier, Trudeau, Evans, demande aux États-Unis des bombardiers atomiques pour mettre les Viettes à la raison. Eisenhower, président des États-Unis, dit non, non. Contre l'avis de l'amiral Radford, contre l'avis de son vice-président Richard Nixon, et bien qu'il soit persuadé, il le dit à Churchill, sceptique, que si l'Indochine passe entre les mains des communistes, les conséquences ultimes en seront probablement désastreuses. On voit bien l'attaque du papier à la mitraillette. Absolument. Moi, je prends souvent une comparaison. C'est quand vous êtes assis dans un train à côté de quelqu'un qui lit votre journal. Et vous voyez, il tourne les pages, vous dites zut, il tourne ses pages. Le titre était pas mal, hein, on avait travaillé sur ce titre et sur cette photo là, pourrait s'arrêter ce bout. Puis tout d'un coup, il commence là, et vous voyez que ça se joue sur les 4 ou 5 premières lignes. Et vous dites, tiens, il faut qu'il s'accroche là. Et s'il accroche, ça va. Et il faut qu'elle soit courte, ces 4 ou 5 premières lignes, et tout de suite ce soit un paragraphe là, que ça s'arrête tout de suite après ces 4-5. Parce que son inconscient lui dit, tu t'engages pas beaucoup si tu lis ces 4 ou 5 premières lignes, tandis que si c'est un gros paragraphe de 20 lignes, déjà son inconscient lui dit, tu vas pas rentrer dans cette grosse soirée là. Alors s'il va au-delà de ces 4 ou 5 premières lignes, ça va mieux, il peut continuer, et vous avez une chance qu'il continue l'article. Elle avait cette idée-là, et c'est ce qui nous motivait toujours, de dire, il faut le tenir par la main. Il faut qu'on lui fasse une promesse dans les 4-5 premières lignes. Voilà. Et qu'il sache toujours, dans tout l'article, qu'il sache où il en est de l'histoire qu'on lui raconte, et qu'à la fin, la chute, ce qu'on appelait la chute, à la fin de l'article, il ait le sentiment qu'on a tenu la promesse qu'on lui a faite dans les 4 ou 5 premières lignes. Et qu'il est content, qu'il dise, merde, excusez-moi, j'ai pas perdu mon temps parce que j'ai appris quelque chose. En parlant de chute, vous déroulez un tapis rouge, hein, c'est tellement formidable. Pourquoi l'avez-vous quitté, Françoise Giraud? Ben, parce qu'il y a eu des histoires, mais pas elle ni à moi, quitter un Jean-Jacques Ferrand-Schreiber, je l'ai quitté pour ça. Enfin, nous sommes partis à plusieurs, avec Paul Imbert, Henri Tranchet, Georges Schufer, Pierre Billard, etc. Parce que Jean-Jacques Ferrand-Schreiber voulait utiliser le journal au service de son action politique, et que pour un news magazine c'est pas possible. Un news magazine c'est un journal qui raconte l'histoire et qui ne mène pas une action politique. Et donc quand Jean-Jacques a commencé à pouvoir utiliser le journal pour le parti radical dont il avait pris la direction, les finances du journal servaient au parti radical. Moi, je me souviens qu'à moi-même, un jour, on avait un déjeuner de rédaction en chef, et on était en avance, et moi, je ne sais pas, par hasard, arrivé à ce déjeuner, les autres n'étaient pas encore arrivés. Elle m'a dit, Jacques, si vous partez, je partirai aussi. C'était un peu sceptique, parce que je savais qu'elle l'aimait. Bon, et quand on est parti, elle est restée. Ouais. Et ça a été un déchirement pour elle, j'imagine, ça a été un déchirement pour nous. Mais elle aimait le journal. C'est l'enfant qu'elle a donné à Jean-Jacques. Elle a beaucoup souffert, je ne crois pas, pour pouvoir lui donner un enfant. D'ailleurs, comme il voulait un enfant, il a épousé une autre dame. Et elle a beaucoup souffert ensuite, quand il a revendu l'Express sans lui dire. Françoise Giraud, directrice de l'Express, devient secrétaire d'État à la condition féminine. Françoise Giraud assistera demain au Conseil des ministres. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. En devenant secrétaire d'État à la condition féminine,
Françoise Giroud, directrice de l'hebdomadaire L'Express, est la 4e femme à faire son entrée au gouvernement. Il était 13 h exactement lorsque la nouvelle a été rendue officielle. À 58 ans, Françoise Giroud estime, je cite, qu'elle n'a pas été appelée à ce poste pour faire de la décoration, mais elle veut effectivement tenter d'améliorer le sort des femmes dans notre pays. Écoutez plutôt ses toutes premières impressions. Mardi 13 h à l'hôtel Matignon. Sur le perron, Françoise Giroud apparaît un peu surprise et fort souriante. Je crois que c'est un poste important dans l'esprit du président de la République et du Premier ministre. Soit considéré, amélioré, à ce que l'égalité des droits entre les femmes et les hommes soit recherchée, en tout cas finir atteint. Je n'ai pas eu d'ambition parce que tout ce qu'on a dit me donne à penser que je pourrais exercer cette fonction convenablement. Et en même temps, Jacques Duquesne, c'est une femme qui s'est battue toute sa vie pour la presse, mais aussi pour les autres femmes, parce que finalement, elle a commencé avec elle, et elle est entrée dans le gouvernement de Giscard à la commission féminine. Oui, et je crois qu'elle est rentrée dans ce gouvernement parce que c'était pour la condition féminine. Ce n'était pas du tout l'orientation politique de Giscard. Elle n'a d'ailleurs pas voté pour Giscard aux élections présidentielles précédentes. C'était une femme de gauche. C'était une femme de gauche et elle avait écrit d'ailleurs dans le journal de Gaston Defferre, le Provençal, à l'époque, elle avait écrit qu'elle ne voterait pas pour Giscard. Et il a quand même passé par là-dessus, il lui a demandé de rentrer dans le gouvernement. Et elle est devenue donc secrétaire d'État à la condition féminine. Et elle a réussi à négocier, continuer à écrire dans la presse. Oui, oui. Et son vrai métier, c'était le journalisme, c'est pas fait pour la vie politique professionnelle. Oui, je suis arrivé. C'était fait pour participer comme militant, combattant, pas tard. D'accord. Et à la fin, c'est une formidable. Là, la station est non, papa. Réforme, mais comme ministre de la Culture non plus. Je me souviens de son discours de l'inauguration du centre Pompidou. Elle était mal à l'aise dans ce rôle. Elle a commencé en disant « Nobles messieurs et gentes dames ». On voyait bien qu'elle se moquait un peu des gens qui étaient là pour inaugurer ce centre Pompidou, qui était évidemment quelque chose d'important, mais je voulais donner ça un peu le sentiment que les cérémonies officielles de ce type, bon, c'était pas son genre de beauté. Quoi. Je sais que vous allez me dire que c'est une épouse, mais bon, il va falloir quand même choisir. Si vous avez ne gardez qu'un éditorial de ce livre. Je crois que ce sont ces éditos de combat dans la guerre d'Algérie. Pas un, mais plusieurs. Il y en a sûrement sévère. C'était un combat politique et moral. Mais c'est connu. On est content de l'avoir donné. Et c'est une des figures de proue de ce combat. Merci Jacques. Merci. L'Algérie et le grand combat de Françoise Giroud lui a valu 2 tentatives d'attentat par Nord-Est, l'un à son domicile, l'autre au journal L'Express. Mais ni Françoise Giroud ni la rédaction de L'Express n'ont cédé à ces intimidations, comme en témoignent d'ailleurs les éditos du 18 janvier et du 8 février 1962, à retrouver dans le livre de Jacques Duquesne. Françoise Giroud, une journaliste engagée, c'était une édition de la Marche du Monde réalisée par Sophie Janin. N'hésitez pas à réécouter l'émission sur rfi.fr. Écrivez, podcastez cette émission, c'est la vôtre.
historien Antoine Dupuis nous raconte comment la célébrité a été inventée et décrypte ses mécanismes. L'idée qu'un individu est célèbre auprès d'un grand physique un certain type de circulation de l'information dans l'espace public qui n'apparaît qu'avec les individus. Idée, Pierre-Édouard Deldic. Demain, à Station, c'est partir de ici. 16h10 et Hein? Voilà, c'est station France. Je me rends déplacement. ça. 14h temps universel, 15h à Paris.